voulez peut-être créer une entreprise et vous vous demandez quelle forme juridique choisir. Bonjour, je suis Thierry Barbier et je vais vous donner quelques éléments pour vous aider à choisir le statut qui vous convient le mieux. Nous allons voir ensemble les différences fondamentales entre les principales formes juridiques, d'une façon générale et quel que soit le pays où vous vous trouvez. Et pour terminer, je vous donnerai une liste de bonnes questions à vous poser. A tout de suite. Avant de passer en revue les différentes formes juridiques, nous allons voir deux définitions, deux notions. Tout d'abord, la personne morale. Vous avez certaines entreprises qui sont des personnes morales. Qu'est-ce que c'est une personne morale? C'est une personne à part entière qui n'est pas une personne physique. C'est une personne qui vit sa vie, qui a une existence juridique, qui a un nom, qui a un patrimoine distinct et qui a des droits et des obligations. Ça peut être intéressant pour se protéger quand on crée une entreprise. La deuxième notion, c'est la notion de sans but lucratif. Vous avez des entreprises sans but lucratif ou à but non lucratif, souvent des associations. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne doit pas gagner d'argent, ça veut tout simplement dire, parce que toute entreprise est appelée à disparaître si elle ne gagne pas d'argent, ça veut simplement dire que les bénéfices, si elles gagnent de l'argent, ne peuvent pas être distribués et doivent rester dans l'entreprise. Et maintenant, nous allons regarder plus en détail chaque forme juridique. Voici les différentes formes juridiques que nous allons regarder. Nous allons voir ça d'une façon générale, bien sûr, puisque vous vous doutez bien que chaque État, chaque province, chaque pays a mis des règles un petit peu différentes qu'il faudra bien vérifier. Nous allons voir d'abord l'entreprise individuelle, ensuite nous verrons la société en nom collectif, la société par action ou société de capitaux, l'association, la coopérative, et puis un petit mot sur les autres qui sont quand même plutôt rares. Et maintenant nous allons voir l'entreprise individuelle. C'est probablement la forme juridique la plus courante dans le monde. C'est la plus simple et c'est la moins chère. Elle a des appellations un petit peu différentes selon les pays. Par exemple, en Belgique, on dit aussi indépendant. En France, on dit également, en plus d'entreprise individuelle, on dit également entreprise en nom propre. En Suisse, on dit raison individuelle. Au Canada, c'est entreprise individuelle, entreprise à propriétaire unique et travailleur autonome. Travailleur autonome, c'est plus un statut fiscal. Et en anglais, on dit sole proprietorship au Canada, aux États-Unis. Caractéristique importante de l'entreprise individuelle, c'est que c'est une personne physique. Ça veut dire que l'entreprise est confondue avec vous-même. Ça veut dire que c'est vous qui avez les clients et c'est vous qui gagnez de l'argent. Il n'y a aucune protection du patrimoine puisque votre patrimoine est confondu avec celui de l'entreprise. Les avantages de l'entreprise individuelle. C'est simple et rapide. La plupart du temps, il suffit d'un simple enregistrement. C'est pas cher, c'est quelques dizaines d'euros en France, en Belgique ou dans d'autres pays. C'est même gratuit au Canada, c'est-à-dire que si vous êtes résident au Canada, vous pouvez facturer dès aujourd'hui. Et la comptabilité est très simple. C'est juste recettes-dépenses, ce que vous gagnez moins ce que vous dépensez, et le résultat vient dans vos revenus personnels. Les inconvénients de l'entreprise individuelle. La première, la plus importante, votre responsabilité est illimitée. Il n'y a aucune protection de votre patrimoine, puisque l'entreprise est confondue avec vous-même. La deuxième, vous êtes à l'impôt sur le revenu, pas à l'impôt sur les sociétés, et vous ne pouvez pas réguler vos revenus. Tout ce que vous gagnez dans une année doit être déclaré l'année suivante. Ensuite, il y a une difficulté d'emprunter. Les banques, par exemple, ne font pas trop confiance aux entreprises individuelles, donc c'est plus difficile d'emprunter que sous d'autres formes juridiques. Attention aux charges sociales, regardez bien avant, parce que les charges sociales peuvent être très élevées. Vous payez les cotisations employeurs et employés, et elles peuvent être très élevées en Europe particulièrement. Et dernier point, vous ne pouvez pas avoir d'associé puisque c'est votre entreprise, c'est vous-même.
Et maintenant, la société en nom collectif. En fait, la société en nom collectif, c'est un groupement, une association d'entreprises individuelles. Vérifiez bien les règles dans votre pays parce qu'elles peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. En tout cas, c'est une société de personnes. Et pour la personne morale, au Canada par exemple, ce n'est pas une personne morale, alors que ça l'est en France et en Belgique. Par contre, pour l'égalité, c'est l'inverse. L'égalité dans la mise de fonds et la répartition des bénéfices. Il y a l'égalité au Canada, par exemple, mais pas en France ou en Belgique. Donc, vérifiez bien. Les avantages de la société en nom collectif, c'est pas très lourd et assez simple à monter en général. Et surtout, la puissance. Ça permet à des entreprises individuelles de travailler sous la même entité avec un nom d'entreprise. Les inconvénients de la société en nom collectif. Évidemment, ce sont ceux de l'entreprise individuelle, puisque c'est une association d'entreprises individuelles. Ça veut dire que votre responsabilité est illimitée. Il y a quelques variantes dans certains pays qui permettent de limiter votre responsabilité. La solidarité. Vous êtes solidaire des décisions des autres membres. Ça veut dire que si quelqu'un engage des dettes, vous êtes solidaire de ces dettes. L'impôt sur le revenu, comme l'entreprise individuelle, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Il y a aussi là des possibilités dans certains pays d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Attention aux conflits, parce qu'il n'y a pas de patron. Et enfin, c'est quand même assez difficile à revendre. Nous allons voir maintenant une forme juridique très importante, la société de capitaux ou société par action. Les appellations, en anglais Corporation ou Limited Company, en France vous avez les SA, les SARL, les SAS, en Belgique vous avez les SA, les SPRL. C'est une personne morale, donc ça c'est très important. Ensuite, le capital. On va s'arrêter un instant sur la notion de capital. Le capital, ou capital social, correspond aux apports des associés en argent ou ça peut être aussi en matériel. En échange de cet apport, les associés reçoivent des actions correspondant à la partie du capital qu'ils ont mise. Éventuellement, chaque année, les associés, qui sont devenus donc des actionnaires, vont recevoir une part des bénéfices qu'on appelle dividendes. Avant, les actions étaient représentées par des certificats d'action, des titres de propriété en papier, dont voici quelques exemples. Ici, une fabrique d'allumettes en Belgique, dans les années 20, avec un capital d'1 million et l'action, 1 million de francs belges bien sûr, et l'action représente 500 francs, soit 1/2 millième de la société. On peut voir derrière les coupons à l'époque, les coupons détachables, des petits coupons. Chaque année, on allait découper les petits coupons et aller les donner pour toucher les dividendes éventuels. Ici, j'en ai une autre d'une société américaine, une aciérie aux États-Unis. Et ici, encore une autre, c'est le Grand Bazar de la Place Saint-Lambert. C'est une société belge créée à la fin du 19e siècle qui s'est transformée ensuite en GB. Et puis maintenant, c'est pour l'anecdote, c'est Carrefour. On voit également les coupons dont certains ont été utilisés. Alors évidemment, aujourd'hui, si vous achetez des actions, surtout les actions cotées en bourse, par l'intermédiaire de votre banque ou d'un autre intermédiaire, vous n'allez pas avoir de certificat d'action papier, puisque c'est votre banque qui va tout gérer électroniquement. Par contre, si vous créez une société, il y a encore beaucoup de pays dans le monde qui utilisent des certificats d'action papier. C'est le cas notamment au Canada, dont voici un exemple. Si vous créez une société en Colombie-Britannique aujourd'hui, vous aurez ce certificat d'action-là. Voyons maintenant le fonctionnement de la société avec les actionnaires et le conseil d'administration. Nous avons vu que les actionnaires sont ceux qui possèdent l'entreprise. En fait, ils ne gèrent pas l'entreprise, ils vont se réunir une fois par an pour prendre les grandes décisions. Ils vont nommer des administrateurs au sein d'un conseil d'administration qui, lui, va se réunir un petit peu plus souvent et va nommer un directeur général qui va gérer l'entreprise
au jour le jour. Souvent, on peut être actionnaire et en même temps au conseil d'administration. Il est possible, dans certains cas, d'être la seule personne actionnaire, la même personne au conseil d'administration est seule aussi, et la seule personne qui dirige l'entreprise. C'est le cas, par exemple, au Canada. Un petit mot sur la responsabilité. Les actionnaires ne sont responsables que pour leurs apports, c'est-à-dire leur mise de fonds. Ils ne peuvent pas perdre plus et ils n'ont aucune responsabilité juridique. Par contre, les administrateurs ont la responsabilité juridique de l'entreprise. Les avantages de la société, ils sont quand même assez nombreux. D'abord, le patrimoine est distinct. La société vit sa vie, elle gagne de l'argent, elle perd de l'argent, mais ce n'est pas vous. La responsabilité est limitée. Pour les actionnaires, la responsabilité est limitée aux apports. Attention, sauf en Belgique, pendant quelque temps après la création. Et pour les administrateurs, la responsabilité est juridique, surtout en cas de fraude. Il est plus facile d'emprunter. C'est une forme juridique, la société, qui est bien reconnue par les banques. Il est plus facile de revendre. Vous n'avez juste qu'à revendre vos actions. Donc vous avez une partie de l'entreprise, vous pouvez vendre qu'une partie de l'entreprise. Et enfin, il y a un avantage fiscal, vous pouvez plus facilement réguler vos revenus puisque l'entreprise est à l'impôt sur les sociétés et vous êtes à l'impôt sur le revenu. Les inconvénients de la société, ils ne sont pas très nombreux. C'est d'abord plus lourd et plus cher que les autres formes juridiques. Surtout en Europe, particulièrement en France et en Belgique. En Belgique et en Suisse, par exemple, il faut un notaire. La comptabilité est plus lourde aussi, puisque ce n'est pas recette-dépense, mais là, il vous faut un bilan et un compte d'exploitation, et quelquefois, il y a des réglementations qui exigent d'avoir un vérificateur de compte. J'attire votre attention sur deux points importants. Le capital minimum, il peut être très lourd en Europe. En Amérique du Nord, vous pouvez souvent mettre $1. Quant à la majorité, ce n'est pas 50% plus une voix, mais ça peut aller de 50% plus une voix jusqu'à 75%, 75% pour les décisions très importantes. D'une façon générale, je vous conseille vraiment d'éviter 50-50. Pour terminer sur les sociétés, juste un petit mot sur les sociétés en commandite par action. Dans une société en commandite par action, les commanditaires sont des actionnaires à responsabilité limitée et les commandités sont des actionnaires à responsabilité illimitée. Avant de vous lancer dans ce genre de forme juridique, vérifiez bien dans votre pays les réglementations et le fonctionnement. L'association ASBL en Belgique, en anglais Not for Profit Corporation ou Society, attention à ne pas confondre avec société, ou Association. Presque toujours sans but lucratif. Il y a la personne morale ou non, il y a des pays où on peut même choisir si on veut la personne morale. Le fonctionnement, une association fonctionne avec des membres et un conseil d'administration qui est élu parmi les membres. La responsabilité, les membres sont responsables uniquement de leur rapport, tandis que le conseil d'administration a une responsabilité pénale et civile, donc une responsabilité juridique. Donc attention si vous êtes au conseil d'administration d'une association. C'est surtout en cas de faute. Une activité commerciale est possible avec une association, par exemple un club de danse. Les avantages de l'association, c'est simple et pas cher, c'est aux environs, selon les pays, d'une centaine d'euros ou d'une centaine de dollars. C'est beaucoup plus facile d'avoir des subventions, des subsides en Belgique, notamment dans le secteur de la culture. Les inconvénients, les bénéfices, comme on l'avait vu déjà au départ, les bénéfices ne sont pas répartis. Donc les bénéfices restent dans l'entreprise. Et pour terminer, un inconvénient majeur, c'est le contrôle. Si vous fondez une association, vous n'aurez pas le contrôle puisque les membres ont une part égale de vote dans l'association. La coopérative. Le but d'une coopérative, c'est de regrouper des ressources, des moyens ou des savoir-faire.
Ça peut être des entreprises ou des personnes physiques. La coopérative est une personne morale. Ce sont les membres qui possèdent la coopérative. Il y a un conseil d'administration élu par les membres. Chaque membre a un droit de vote. La responsabilité est limitée ou illimitée selon les pays, donc à bien vérifier. Les avantages de la coopérative, c'est surtout la puissance. On est plus gros, par exemple une coopérative agricole pour vendre des produits de chaque ferme. Les inconvénients de la coopérative, il n'y a pas de membres majoritaires, donc attention au conflit. Un petit mot sur les autres formes juridiques. On va passer très rapidement parce que ce n'est pas vraiment rare, mais c'est pour des cas bien particuliers. D'abord le GIE, groupement d'intérêt économique, c'est un groupement de plusieurs entités qui peuvent être des personnes physiques ou des entreprises. Ce n'est pas une personne morale à part entière, c'est une personne morale partielle parce que c'est pas une personne morale pour les impôts. Les institutions financières, comme les banques par exemple, les sociétés civiles, ce ne sont pas des sociétés commerciales, par exemple pour la gestion d'un bien, et il y en a beaucoup d'autres selon les pays, mais pour des cas souvent très particuliers. Voici les points importants, les bonnes questions à vous poser. Est-ce qu'il y a un capital minimum? Est-ce que vous avez une responsabilité limitée ou illimitée? Les associés, est-ce que vous voulez des associés? Le contrôle de l'entreprise, vérifiez bien la majorité, prévoyez les départs d'associés et les litiges. La fiscalité, vérifiez l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Le statut social, vérifiez les cotisations, employeur-employé, si vous êtes salarié, pas salarié. Et enfin, les réglementations, vérifiez si vous avez besoin pour votre activité de permis, de licence, et quelquefois c'est lié à la forme juridique. Voilà pour les conseils que je pouvais vous donner. Nous avons vu les éléments de base, mais évidemment, il faut approfondir pour vérifier les règles dans votre région. Vous avez Internet, bien sûr, mais n'oubliez pas les organismes style chambre de commerce, c'est souvent gratuit. Et voilà, j'espère que les éléments que je vous ai donnés vont vous aider. Je vous souhaite vraiment du succès dans vos projets. À bientôt!